Donc bonjour à tous, moi c'est Charles Chauvin, je suis le directeur commercial de Datamento. Datamento, une petite entreprise grenobloise qui a été créée il y a un peu plus d'une dizaine d'années et qui est spécialisée sur l'amélioration de l'organisation du bloc opératoire à travers donc, la production d'indicateurs de performance du bloc opératoire. Donc notre vision, c'est de se dire que aujourd'hui on peut changer beaucoup de choses grâce à la production des indicateurs et surtout grâce à ce qu'on peut en faire derrière. Toutefois, voilà, mon expérience fait que je me rends compte au quotidien, en échangeant avec des établissements, que la très grande majorité, voire la totalité des établissements en France ne sont pas capables de produire des données justes. Donc, ça pose de sérieux problèmes derrière pour pouvoir prendre des décisions. Et donc, c'est le constat qu'on peut faire depuis une vingtaine d'années, depuis que l'AMEA, suivi en fait de l'ANAP, a proposé toute une littérature d'indicateurs. On se rend compte que finalement, sans dire que c'est totalement contre-productif, mais on se rend compte que on a réussi à créer une énorme défiance sur les données et qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de mettre tout le monde d'accord. Alors, attendez, il faut juste que je fasse, hop, comment je fais? Je ne sais pas comment faire, c'est ici, voilà. Donc, on va commencer par un rapide contexte où on ne va pas parler forcément de l'ensemble en fait, de l'écosystème, mais plutôt parler d'un bloc opératoire moyen. Donc, j'ai décidé qu'un bloc opératoire moyen, c'était à peu près 8000 interventions par an, c'est plus ou moins ça. Donc, c'est plus ou moins la moyenne, en tout cas, de nos clients. Un établissement moyen, donc, qui ferait 8000 interventions, il aurait plus ou moins 10 000 heures de TVO. Alors, j'ai des clients qui sont sur 8000, d'autres qui sont sur 11 000. Donc, la fourchette, on va dire que c'est plus ou moins 10 000 heures de temps de vacation offert. Et finalement, derrière ça, je vais avoir tout un lot d'heures improductives, de débordements, en tout cas de dysfonctionnement. Donc, sur des chiffres qui vont être moyennés, ça représente plus ou moins 700 heures de retard au démarrage, 1300 heures de fin précoce, 600 heures de débordement et 600 heures de TVO vide. Alors, tout le monde n'est pas forcément dans ce cas-là. Il y en a qui sont un peu meilleurs, d'autres qui sont un peu moins bons, d'autres pour qui il y a beaucoup plus de retard au démarrage et beaucoup moins d'heures de TVO vide. Mais on est sur une notion moyenne. Toutes toutes ces heures en dysfonctionnement ne sont pas forcément récupérables. On a vu, entre autres, avec la NAP, qu'il y avait des seuils ou des cibles de 5%. On peut s'accorder 5% de démarrage tardif, 5% de fin précoce, 5% de temps interpatient, par exemple. Donc, c'est pour ça que le calcul qu'on peut faire par rapport à l'entièreté de ces heures perdues, finalement, aujourd'hui, on pourrait malgré tout récupérer 1800 heures de bloc sur un bloc opératoire moyen. Et donc, j'essaie de faire le comparatif. 1800 heures de bloc, c'est plus ou moins 1500 à 1800 interventions en plus par an. Donc, c'est vraiment pas anodin. Et donc, j'ai cherché également à quantifier ça sur le plan financier, même si ça ne nous intéresse pas tous directement, mais c'est un petit peu la volonté des établissements et des directions, c'est de faire en sorte qu'on puisse moins subir les déficits et trouver des ressources médico-économiques ou financières tout du moins. Voilà, ça représente sur une fourchette très basse, hein, à peu près 1 500 000, 1 600 000 euros de chiffre d'affaires médical en plus. Donc cet argent, ça serait le moyen de pouvoir recruter plus éventuellement, ça serait la possibilité d'acheter de nouveaux équipements peut-être, d'améliorer les conditions de travail pour les personnels au bloc opératoire, ou d'améliorer les conditions pour les patients, de faire plaisir aux directeurs, enfin voilà, peu importe. Disons, quoi qu'il en soit, il y a quand même une logique financière derrière ça, mais pas seulement, il y a aussi une logique RH, c'est-à-dire qu'un bloc opératoire où on travaille de façon plus efficiente et où on travaille plus, c'est aussi un bloc opératoire sur lequel on arrive beaucoup plus à retenir ces équipes paramédicales. On voit qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir le volume idéal d'IAD ou d'IBOD, et en fait, de faire travailler plus un bloc opératoire, ça donne plus de sens à tout le monde, et ça permet de retenir entre autres ces équipes. Et c'est également voilà, le fait de mieux travailler, c'est l'occasion d'apaiser un peu toutes les souffrances et tous les conflits qu'on peut rencontrer au bloc opératoire. Quand un chirurgien va s'accrocher avec un anesthésiste, quand on voit que systématiquement on va avoir des retards avec telle spécialité ou tel opérateur et que ça va avoir des conséquences sur les autres salles, par exemple, voilà, on va apaiser tous ces problèmes-là. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va comparer finalement deux lectures, donc dans un premier temps. Après, on ira sur la plateforme pour montrer comment est-ce qu'on peut avoir un bon guide d'usage des indicateurs. On va regarder finalement deux lectures différentes d'une même réalité. Donc, la réalité avec Performance Block, qui va vous permettre d'associer les interventions entre elles, et je vous expliquerai ce que ça veut dire, et donc sans Performance Block, c'est-à-dire avec vos outils existants, vos tableaux Excel, vos solutions de BI généralistes ou
les chiffres qui sont ressortis depuis vos logiciels de bloc. Le but, ça ne va pas être de faire un concours de KPI, à savoir qui est le plus beau et le plus fort, mais c'est vraiment de voir ce que l'association, et entre autres ce que Datamento fait, ce que cette association est capable de changer sur l'interprétation et donc sur les décisions. Parce que c'est vraiment la clé. Faire des indicateurs pour faire des indicateurs, ça n'aura pas beaucoup de sens. Si la finalité, et j'espère que c'est votre finalité, c'est de prendre des décisions, et ben vous verrez, à travers les chiffres que je vais vous montrer, à quel point ça peut avoir un impact tout à fait significatif, voire même déterminant sur votre capacité à embarquer l'ensemble de vos acteurs du bloc opératoire sur une démarche d'amélioration continue. Alors, je vais m'arrêter 2 secondes sur le terme d'association, c'est peut-être du chinois pour vous. Euh, on appelle ça association ou appairage, et c'est quoi finalement? L'association des interventions aux bonnes vacations, c'est être capable d'interpréter avec exactitude votre activité en prenant en considération les moyens prévus. Donc, quand je parle de moyens prévus, je parle des équipes paramédicales qui sont rattachées à l'intervention. Je ne vais donc pas forcément chercher à me concentrer exclusivement sur la salle ou sur l'opérateur. Ce qui va finalement véritablement compter, c'est l'usage que je vais avoir de mes RH paramédicales. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'aujourd'hui, un bloc opératoire, il n'a pas forcément besoin de pousser les murs. On l'a vu en amont sur mon bout d'introduction. Ce qui pose souci, c'est le manque de personnel ou c'est le bon usage du personnel. Et ce personnel, c'est les équipes paramédicales. Le chirurgien, on sait qu'il est là plus ou moins. Il va faire son travail de 8h à 18h en enchaînant plus ou moins bien. Mais finalement, ce qui compte, c'est toutes les équipes qui vont intervenir avec ce chirurgien sur différentes interventions. Avant de commencer, d'aller sur le détail de tout ça, je vais vous proposer de répondre à un sondage. Il faudrait que je le retrouve, qui est ici. Donc voilà. J'ai 3 petites questions en fait, à vous poser. Donc normalement, ça doit apparaître sur votre écran. Donc, je vous pose la question de est-ce que vous pensez que vos indicateurs sont exacts? Il y a 4 réponses. Donc oui, globalement, ils sont fiables. Je ne sais pas, ou ils ne sont pas du tout fiables. Et j'ai la 4e question que je n'arrive pas à voir apparaître. Donc, je vous invite en fait à prendre le temps de répondre à ce sondage rapidement pour qu'on puisse se rendre compte de votre capacité de lecture sur le fonctionnement du bloc opératoire. Pour l'instant, j'ai que 2 petites personnes qui ont voté, 3. OK. Alors, pour l'instant, en fait, on me dit, bon, on a 3 réponses. OK. Donc, j'ai 50% qui a le sentiment d'avoir des indicateurs qui sont globalement fiables, et en fait, le restant qui ne sait pas forcément sur lequel il n'y a pas de consensus ou pour lequel on n'aura pas observé d'incohérence spécifique. OK. On va juste vous poser une autre question, en fait, sur les problèmes que vous rencontrez au bloc opératoire. Donc, vous avez 4 choix possibles. Quels problèmes rencontrez-vous essentiellement sur le bloc opératoire? Alors, je ne sais pas si j'ai diffusé celui-là ou si ça n'a pas marché. Ah, parfois, on tâtonne un petit peu avec les outils aussi, hein, il n'y a pas que. Hop. J'ai pas de vote. Je ne sais pas si ça apparaît ou pas, ou si ça vous intéressait pas. Et puis, on va publier juste le dernier sondage sur la dégradation de l'organisation au bloc opératoire, savoir depuis quand est-ce que vous avez le sentiment que votre bloc se dégrade. Et puis, en fait, on reverra tout vers la fin. Ah, il n'y a pas de proposition, donc c'est qu'il n'a pas marché. Pas d'inquiétude. Très bien. Hop. Donc là, c'est une question donc, sur depuis quand vous observez une dégradation qui est assez intéressante. C'est pour essayer de quantifier donc, le manque à gagner et puis pour essayer de comprendre aussi pourquoi est-ce que ça dure. Ok, donc on pourra en reparler plus tard. Parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller sur Performance Block et je vais vous montrer ce qui se passe réellement. Donc, hop, pour ce faire, je vais sur Performance Block, donc je suis déjà connecté. Et donc là, je vais aller sur un indicateur qui s'appelle prévu versus réalisé. Et je vais regarder un jour particulier d'une semaine pour expliquer ce que c'est donc que l'association des interventions. Donc là, on a une journée type d'un petit bloc opératoire qui aurait 8 salles.
Donc, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, 8 salles, plus ou moins 8000 interventions par an, donc un bloc opératoire moyen. On voit qu'en salle 1, on a une demi-vacation d'uro qui va de 8h à 14h. On a un bout de vacation d'urgence de 15h à 18h. On a 2 demi-vacations d'orthopédie qui s'enchaînent en salle 2, une vacation complète d'ortho en salle 3. On n'a rien en salle 4. On a une vacation d'ORL en salle 5 et on a une demi-vacation d'après-midi d'ophtalmo en salle 6. Et donc finalement, alors c'est là où je vais vous être un tout petit peu attentif et de vous concentrer en fait sur ce qui se passe. Je vais vous expliquer ce qu'on calcule avec Performance Block et ce que vos logiciels calculent sans Performance Block, sans l'association des interventions. Je vais prendre l'orthopédie ici en salle 3. On voit donc que la vacation va de 8h à 17h. Et en fait, face à ça, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 interventions. Quand vous prenez votre logiciel de bloc, quand vous prenez votre solution de BI généraliste ou quand vous prenez votre tableau Excel, à partir de la logique de calcul ANAP, vous allez intégrer à cette vacation cette première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième intervention. Donc, vous allez calculer un taux d'occupation de vacation ici qui va être aux alentours de 65%. C'est plus ou moins ça. Sauf que dans la vraie vie, sur cette vacation d'orthopédie, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant la salle ou l'opérateur, mais c'était l'équipe qui a été rattachée aux interventions qui ont été prévues pour cette vacation. Finalement, sur cette vacation d'orthopédie, il s'est passé quoi? J'ai fait 2 interventions en plus. Donc, ce n'était pas anodin, parce que j'en ai une première qui a commencé à 7 heures, et j'en ai une seconde qui a eu lieu en fait sur notre salle pour faire de l'overbooking. Et donc, finalement, je passe d'un 65% d'occupation des vacations à quasiment 90 voire 95% de la vacation. Donc là, on est sur un calcul qui est totalement différent. Aujourd'hui, vos systèmes vont prendre en premier critère et en considération la notion de salle pour rattacher les interventions aux vacations. Sauf que dans la vraie vie, on fait du ping-pong. Sauf que dans la vraie vie, comme ici en salle 2, on a le docteur Escande qui devait faire ses interventions. Il n'en a fait aucune en salle 2. Toutes ces interventions ont été faites en salle 4. Et donc là, pareil, nativement, votre logiciel de bloc va vous dire que Escande est à 0% d'occupation de sa vacation. Sauf que là, il est à peu près à 70% d'occupation de sa vacation. De la même manière, on voit ici qu'on a des interventions qui ont lieu en urgence. Ces interventions faites en urgence, il est indispensable de pouvoir les associer à la bonne vacation. Ici, je vois que c'est le docteur Escande qui a réalisé l'intervention. Escande, il était là, 13h30, il a fini son programme en fait à 13h25. Ce qui m'intéresse pour l'intervention d'urgence ici de 14h20, c'est savoir quelle équipe a produit cette intervention. Et c'est tout à fait important et déterminant pour prendre les décisions par la suite. Est-ce que c'est l'équipe qui était présente qui, après une pause déjeuner, a continué pour travailler avec Escande? Ou est-ce que finalement, c'est l'équipe d'urgence de garde ou d'astreinte ou qui était postée, peu importe, qui a pris en charge cette intervention? Et donc, c'est pour ça que nous, notre système, par défaut, va décréter que c'est la vacation d'urgence, mais on a la main dessus pour dire en fait qu'on va pouvoir rattacher ça à une autre vacation, pour le coup, en fait, à la vacation du docteur Escande ici, ce qui ferait que là, on serait sur une intervention en débordement, par exemple, ou en hors TVO. Donc voilà. Donc c'est tout à fait important de pouvoir être capable d'interpréter tous ces petits points particuliers. Et donc là, ce que je vous montre, c'est une journée de planning. Donc quand vous regardez ça, vous me dites, bah oui, en fait, on sait faire, notre logiciel, il est fait pour, il n'y a pas de souci, tatati, tatata. Sauf qu'en fait, non, vous ne voyez pas la journée telle quelle sur un planning, vous avez vos indicateurs qui sont sortis à la semaine ou au mois. Donc finalement, la moulinette du logiciel de blog, du tableau Excel ou de la solution de BI a déjà tourné avant que vous ayez pu faire ces corrections-là en disant Escande, c'est les interventions qui sont en salle 4. L'ortho, c'est les 5 interventions qui sont ici, mais également l'intervention de la salle 1 et l'intervention de la salle 4. Et en fait, pour vous, toutes ces choses-là, c'est totalement invisible. C'est ce qui fait que derrière, on va arriver sur des problèmes d'interprétation qui sont assez importants. Et donc, hop, je vais vous partager à nouveau mon document pour vous montrer les différences qu'on va rencontrer. Hop. Donc, c'est ce que je vous explique ici. C'est que tout ce que je vous montre, en fait, votre logiciel ne sait pas faire. Nous, ça va regarder jour par jour, bloc par bloc, vacation par vacation, tout ce qui s'est passé pour pouvoir le rattacher automatiquement. Et après, il y a certains rattachements que vous devrez faire à la main, certes, parce qu'il y aura une interrogation, comme on l'expliquait sur la vacation d'urgence, l'intervention d'urgence, par exemple. Mais aujourd'hui, tous vos calculs sont moulinés automatiquement. Et derrière, on arrive sur des problèmes d'interprétation qui sont tout à fait énormes. On va comparer.
Donc là, on est sur un cas fictif, donc les chiffres pourraient être plus ou moins différents, mais en fait, pour le coup, j'ai pris un planning que j'ai rendu totalement anonyme, mais qui est issu d'un de mes clients. Qu'est-ce qui se passe concrètement ici? Sur du volume macro, donc du case mix, nombre d'interventions et nombre d'heures d'intervention, que je prenne avec performance block ou sans performance block, les chiffres sont identiques. Il n'y a pas de problème. Vous avez fait vos corrections d'exhaustivité, vos corrections de chevauchement, vos corrections de chronologie. Donc, en fait, bon an, mal an, Escand, il avait 5 interventions d'un côté, il en a toujours 5 de l'autre. Ça représentait 8 heures et 3 minutes, ça représente toujours 8 heures et 3 minutes. Donc, vous n'aurez pas forcément le sentiment, en regardant ce volume case mix, qu'il y aura une différence derrière. Sauf qu'en fait, quand on commence à regarder dans le détail, alors sans rentrer vraiment beaucoup dans le détail, mais juste de manière macro, là, je suis en macro, juste sur cette journée, je regarde le taux d'occupation des vacations pour l'ensemble de mon activité. Je ne suis pas rentré au niveau de spécialité, juste je cherche à savoir le taux d'occupation des vacations. Entre ce que je sais faire et ce qui est fait avec un logiciel de bloc, on a des différences de 26 points. D'un côté, on me dit que j'ai 38% d'occupation des vacations, alors que moi, je calcule 64% d'occupation des vacations. D'un côté comme de l'autre, on n'est pas bon en termes de qualité. Très bien. Mais en fait, c'est surtout la différence de points qui compte. Le taux d'occupation, il va caractériser, c'est ce que j'explique ici, si j'ai peu ou beaucoup de temps improductif. Et donc là, pour le coup, bah, avec mon calcul, j'ai pas mal de temps improductif, mais si je prends le calcul d'un logiciel de bloc ou d'une BI généraliste, je vais avoir l'impression que j'ai que des temps improductifs. Temps improductif, c'est démarrage tardif, temps interpatient et fin précoce. Que j'ai 60% de mon temps de vacation qui est improductif. Sauf qu'en fait, je suis très très loin de la réalité, j'ai 26 points de différence. Et pareil, si on regarde le taux d'activité en vacation, le taux d'activité en vacation, c'est savoir si on a travaillé au bon moment. Donc là, ça va mettre en évidence beaucoup plus les débordements. D'un côté, on me dit en fait que la moitié du temps, je n'ai pas travaillé au moment qui était prévu. J'ai une vacation qui va de 8 heures à 18 heures. Ça veut dire que j'ai fait la moitié de mon activité à un autre moment qu'entre ce 8 heures et 18 heures. Sauf que moi, avec ma capacité d'associer les interventions, je décrète que j'ai 82% de mon temps qui a été fait au bon moment, quand c'était prévu. Et donc là, c'est une différence de 34 points. Donc c'est tout à fait colossal. Et en fait, c'est ça qui va déterminer par la suite des problèmes de prise de décision. Quand vous allez devoir interpréter sur des niveaux encore inférieurs et prendre des décisions, vos différences de chiffres, elles vont être encore plus marquées. Hop. Donc là, je vais juste faire un focus par spécialité. On rentre un peu dans le détail. Et donc, moi, la première chose que je vais voir, c'est que, par exemple, les urgences non dédiées, je n'ai pas de taux d'occupation parce que l'appairage n'a pas été fait, l'association des interventions n'a pas été faite. Et finalement, votre logiciel décrète qu'il n'y a pas d'intervention qui a été faite d'urgence. Sauf qu'en fait, moi, j'ai un chiffre qui est totalement différent, je suis à 88%. Donc, d'un côté, vous allez spontanément vous dire, ma salle d'urgence n'est pas utilisée, elle ne sert à rien. Mon équipe de garde ne sert à rien. Mon équipe d'astreinte ne sert à rien. Sauf qu'en fait, si, elle sert. Elle a pris en charge, en fait, 88% de sa vacation. Donc, l'interprétation, là, elle est tout à fait erronée et colossale en termes de différence. Sur l'ortho, on voit qu'on a 43% d'occupation de vacation sans l'appairage et 85% de mon côté. Donc, d'un côté, on est en train de dire que l'ortho travaille comme des cochons qui ne remplissent pas leur plage opératoire, qui ne font pas d'activité, alors que du mien, on est sur le seuil de 85%. On atteint bel et bien le seuil que nous préconise l'ANAP. Pour l'ORL, un peu plus subtil, on voit une différence de 4 points. On pourrait se dire que 4 points, c'est relativement anodin, mais on verra par la suite dans le détail à quel point ces 4 points ont une conséquence énorme quand on va regarder les temps improductifs ou les débordements. Et en ophtalmo, là, on n'a pas trop de surprise. Effectivement, on a les mêmes chiffres parce que l'ophtalmo est resté dans la même salle tout le long. Il n'y a pas eu en fait d'association de biscornu à faire. Donc là, on est sur 41%. Il n'y a pas de problème. Mais donc, si on rentre encore une fois un peu plus dans le détail, là, je vais juste me concentrer sur l'ortho. Sur l'ortho, il se passe quoi? Sans l'appairage, vous annoncez qu'il y a 3 heures et 26 minutes de démarrage tardif. Moi, j'en ai que 1 heure et 5 minutes. Alors, 1 heure et 5 minutes, c'est beaucoup. Mais en fait, ça n'a quand même rien à voir avec 3 heures et 26 minutes. Et si on rentre dans le détail, il se passe quoi? Oui, on voit que l'heure et 5 minutes de démarrage tardif, c'est fourreau, mais votre logiciel n'a pas été capable d'interpréter qu'il y avait 2 heures et 21 minutes de démarrage tardif, en fait, enfin, que ce n'est pas du démarrage tardif, ils ont décrété qu'il y avait 2 heures et 21 minutes de démarrage tardif. Vous vous rappelez, c'était l'intervention qui était en salle 2 de 7 heures à 10 heures ou de 7 heures à 9 heures. Et bien en fait, celle-là, vu qu'elle n'est pas rattachée à la vacation d'orthopédie, elle est exclue. Et en fait,
on vous pond, nous n'en nulle part, un démarrage tardif qui n'existe pas. On va continuer à dérouler la plot. Là, en fait, on va au niveau de l'opérateur. Et finalement, là, je regarde pour l'exemple uniquement les temps interpatients. Et les temps interpatients, en ortho, on a 1h44 sans l'appairage et 1h40 avec l'appairage. Donc, comme ça, on pourrait se dire que c'est pareil. Mais sauf qu'en fait, non. Quand on rentre dans le détail, on a le même volume de temps interpatients, mais on ne les a pas affectés aux mêmes personnes. Parce qu'en fait, ça n'avait rien à voir en fait, sans l'appairage. D'un côté, Escande, il n'a pas de temps interpatient? Bien entendu qu'il n'a pas, parce qu'en fait, on avait le sentiment qu'il n'avait pas fait intervention. On avait noté TVO vide, sauf que non, il a travaillé et qu'il a 41 minutes de temps interpatient. Pour Fouro, ok, on est d'accord. Et là, pour l'ortho, pour la spécialité ortho, vu qu'on n'a pas associé les interventions délocalisées, d'un côté, votre logiciel nous sort qu'on a 1h28 minutes de temps interpatient, alors que moi, j'en ai 43. Donc, pour l'ortho, 2h21 de démarrage tardif qui n'existe pas, et 1h28 minutes de temps interpatient qui n'existe pas non plus. Et donc, on continue sur le bilan macro. Hop, je vais le mettre là. Tant qu'on me voit, c'est pas très important. Au bilan sur le macro, encore en ortho, et donc voilà, on a vu la différence sur les démarrages tardifs, sur les temps interpatients et sur les fins précoces. Et donc, pareil, sur les débordements, on a le sentiment qu'il y a 28 minutes de débordement avant TVO et 4h15 après TVO sans appairer. Sauf que moi, je me rends compte que j'ai du débordement essentiellement avant le TVO. C'est ce qu'on a vu quand mon ortho a commencé à 7h d'un côté et à 7h également de l'autre. Ils ont commencé chacun 1h de façon précoce. Donc là, moi, je me retrouve avec 2h21 de démarrage tardif qui n'existe pas dans la vraie vie, 2h12 de temps interpatient qui n'existe pas non plus, et 2h46 de fin précoce qui sont oubliés en route. Et donc là, finalement, on est sur une totale mauvaise interprétation. On aurait tendance à dire que mon équipe est en retard, alors qu'en fait, non, c'est tout l'inverse. Mon équipe, elle est en avance. Elle travaille bien trop tôt. Et donc, dans le détail, voilà, on voit ce qu'on peut observer par opérateur. Et donc, tout à l'heure, je vous rappelais juste que sur l'ORL, on était sur des chiffres qui étaient identiques en fait en théorie, mais sauf qu'en fait, là où il y a un souci qui va se passer, c'est que finalement, on n'a pas été capable d'interpréter qu'il y avait de la fin précoce sur le docteur Gagné. Et pareil, vu qu'on a considéré qu'il n'y avait aucune activité en urgence, on n'a pas été capable de décréter qu'il y avait du débordement. Je vous remonte rapidement. Voilà. C'est ce qui se passe ici. Donc, en fait, là, cette intervention, elle doit être rattachée, et là, c'est le choix qui doit être fait, hop, pour le docteur. Non, je ne peux pas, vu que je suis en train de partager mon écran. Cette intervention d'urgence, elle pourrait être rattachée à l'urgence, mais là, pour le coup, moi, je vais la rattacher au docteur Gagné parce que c'est la même équipe qui a fait l'intervention. Et finalement, je ne me retrouve pas avec une grande quantité de fin précoce, mais je me retrouve avec un temps d'interprétation qui peut être énorme et avec du débordement. Sauf que je ne partageais pas mon écran et vous n'avez pas vu ce que je montrais. Hop. Alors, est-ce que j'ai une question? Hop, si jamais en fait on peut déjà échanger un petit peu en cours de route tous ensemble. Donc tout ça, ça a quoi comme conséquence? Donc là, pour le cas précis, je ne dis pas que forcément que c'est le cas chez vous. Ça peut être pire, ça peut être moins pire, je ne sais pas trop. Mais pour le cas, et encore une fois, c'est un cas concret, qui est certes sur une seule journée, mais c'est un cas existant. J'ai 12 heures et 9 minutes de temps d'intervention qui sont mal interprétés sur 31h13 minutes. Donc, en fait, ça veut dire que j'ai 40% de mon temps opératoire qui a été mal interprété. Et donc, c'est ce que je vous ai déjà expliqué avant. On demande à l'ortho de commencer à l'heure, alors qu'en fait, non, oui, effectivement, il faut qu'il commence à l'heure. Mais en fait, ce n'est pas du démarrage tardif qu'il va avoir. Lui, c'est plutôt du débordement avant TVO. En fait, vous pensez qu'il a du débordement après TVO, alors que son débordement, il a lieu avant. Donc là, on est sur une totale erreur d'interprétation en double. Pour l'ORL de Dr Gagné, est-ce qu'il a bien enchaîné? Oui, en fait, il a bien enchaîné. Son problème, c'est sans les fins précoces. Vous n'avez pas réussi à identifier. Et puis pour les urgences, c'est pareil. Vous avez le sentiment que la vacation d'urgence, elle n'est pas utile, sauf qu'en fait, elle est plutôt exploitée correctement. Donc, à cause de tout ça, ça va être très compliqué de pouvoir prendre des décisions parce que si vous basez uniquement sur un volume case mix sur lequel on est à peu près d'accord, effectivement, vous n'allez pas faire grand-chose. Et si vous utilisez les taux d'occupation qui sont totalement erronés de manière macro, mais également en fait dans le détail, vous allez rencontrer la défiance de l'ensemble des opérateurs, puis vous allez vous confronter à un mur une fois, deux fois, trois fois, et en fait, après, on ne fait plus rien.
Donc moi, je me retrouve avec pas mal d'établissements qui ont eu ça, qui ont fait ça, et qui se sont retrouvés en fait incapables de pouvoir améliorer l'organisation du bloc opératoire, parce qu'en fait, tout le monde était lassé d'entendre en fait des inepties sur les chiffres. Dès lors que vous serez capable de produire de la donnée qui sera juste, après, vous pourrez améliorer la gouvernance, améliorer le circuit de prise de décision et faire en sorte de pouvoir rentabiliser sur le plan financier, mais aussi sur le plan RH, votre bloc opératoire, de faire en sorte d'apaiser un petit peu les tensions au bloc et de faire aussi en sorte que la qualité du travail soit bien meilleure. Donc, c'est ce que je vous disais à l'instant, prérequis. Donc, le premier, il faut que vous soyez capable d'avoir de la donnée parfaite. Il y a un deuxième prérequis qui va être, une fois que vous avez fait ça, de pouvoir définir clairement les rôles. Alors, les rôles, je vous montrerai par la suite, j'ai un petit document que j'ai fait. Il faut derrière aussi pouvoir mettre à disposition des indicateurs et des tableaux de bord par profil. Aujourd'hui, il y a 2 ou 3 personnes qui ont les indicateurs, il faut les diffuser massivement, mais par contre, pas n'importe qui doit avoir n'importe quoi. Donc, ce sera à vous de voir dans le cadre de votre gouvernance, qui est-ce qui doit avoir le case mix, qui est-ce qui doit avoir l'ambulatoire, qui c'est qui doit regarder le taux d'occupation des vacations, par exemple. Et donc, le dernier prérequis, c'est que quand vous prenez des décisions, faites en sorte de les suivre en proposant des indicateurs spécifiques. Donc là, je vais arrêter de partager ça pour vous montrer juste hop, les petits documents que je pourrais vous communiquer par mail si vous le souhaitez. Hop. Donc, quand on parle de gouvernance, voilà, j'avais rédigé, donc ça date un petit peu, mais c'est tout à fait encore valable, un guide opérationnel donc, d'usage des indicateurs. Et donc, dans lequel j'expliquais que voilà, il va falloir mobiliser les forces opérationnelles. Ce que je raconte ici, on a limité l'accès des décisions à 3 sachants. Donc, en fait, en particulier les cadres à qui on donne beaucoup trop de responsabilités. Donc, il faut savoir en fait déléguer et élargir les consommateurs d'informations. Il faut être capable de produire en autonomie des données de prise de décision, ce qui vous permet en fait d'assurer un rythme et ce qui vous permet aussi voilà, de pouvoir vous focaliser sur les indicateurs essentiels. Donc, il faut que la personne qui soit en charge soit capable de pouvoir faire les opérations d'elle-même. Il faudra créer de la confiance dans la donnée. Donc, pour ça, il est essentiel d'avoir des personnes qui soient formées, des personnes référentes qui soient formées. Quand un directeur ou un chirurgien aura une question sur le taux d'activité ressources, il faut qu'il puisse savoir vers qui se tourner et la personne qui soit référente pour lui expliquer ce que ça veut dire. Et puis après, voilà, derrière, il y a toute une démarche de structuration de la prise de décision. Et donc, les indicateurs et leur rôle, j'ai créé une matrice. Pareil, vous pourrez me la demander par mail si vous le souhaitez. Donc là, j'ai mis la liste de tous les indicateurs qu'on sait produire par famille, donc case mix, durée moyenne, occupation des salles, occupation des vacations. J'ai mis une définition derrière. Et en fait, après, justement, c'est à vous, dans le cadre de vos conseils de bloc, de vos copiles, de vos codires, etc., de définir voilà, le temps d'intervention. Est-ce que le DG doit y avoir accès ou pas? Alors, vous faites juste une case, mais après, l'idée, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir produire des indicateurs et surtout des tableaux de bord qui seront adaptés en fait au profil. On peut tout à fait imaginer que le temps d'intervention n'intéresse pas forcément le DG. Par contre, le nombre d'interventions va l'intéresser et on saura par la suite qu'on va chercher à le recouper par période, par semaine, par opérateur, qu'on va le lisser sur 3 mois, regarder en fait sur une période différente, regarder M avec M-1 ou N avec N-1, genre de choses. Donc ça, c'est ce qui vous permettra par la suite, justement, d'éviter de vous éparpiller et de pouvoir construire des tableaux de bord qui seront à façon. Hop. Alors, si je reprends mon machin, j'en suis où? C'est vendredi, hein, pour moi aussi. Hop. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Performance Block pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on doit procéder pour investiguer les problématiques. Hop. Donc, on est dans Performance Block. Là, on était sur une page d'indicateurs. Mais nativement, vous serez sur une page de tableau de bord. Et comme je viens de vous le dire, l'idée, c'est d'avoir des tableaux de bord qui soient adaptés par profil. Un DG ne veut pas avoir la même chose qu'un cadre, qui ne voudra pas avoir la même chose qu'un directeur financier, enfin, peu importe. Donc, en fait, on va aller sur 2015. Hop. Donc, l'idée, ça va être de pouvoir construire des données qui soient intéressées et intéressantes pour la personne qui va pouvoir prendre une décision derrière. Donc, moi, j'ai une ribambelle de tableaux de bord qui existent et on a aussi accès à des tableaux de bord qui vont être partagés.
Et donc, va falloir avoir un objectif sur chacun de ces tableaux de bord. L'idée, c'est de pouvoir, en un regard, comprendre qu'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas, ou de suivre une prise de décision. Vous ne devez pas passer en fait plus de 2 ou 3 minutes sur un tableau de bord. Le tableau de bord va mettre en évidence un dysfonctionnement et vous allez creuser par la suite dans le cube décisionnel ou dans les rapports pour pouvoir identifier ce qui va concrètement pas et remonter à la cause racine. Donc là, j'ai des tableaux de bord Case-Mix, 3 indicateurs clés. Donc, on peut commencer par celui-là. C'est ma boussole. Donc déjà, la première chose, c'est quand vous allez créer un tableau de bord, il va falloir donner des titres qui tiennent la route. Si vous mettez taux d'occupation des vacations, enfin, ça ne parlera pas forcément à un grand monde et l'idée, c'est d'aller un peu plus loin que ça. Donc là, par exemple, ici, j'ai parlé de dimensionnement, utilisation de l'offre. Est-ce que je travaille dans l'offre qui est proposée en fait à mes chirurgiens? Et derrière, moi, j'ai fait le choix de mettre un tableau parce que je suis à l'aise avec les tableaux. Certains m'ont préféré des jauges qu'on a pu voir sur le tableau de bord précédent. Moi, j'ai pris un tableau avec des couleurs. Ces couleurs, en fait, elles ont des mises en forme conditionnelles. J'ai décidé qu'à tel ou tel seuil, je vais avoir en fait du rouge, du orange ou du vert. Je vais pouvoir créer des évolutions. Est-ce que je suis à la hausse ou à la baisse? Parce qu'il faut toujours mettre en perspective un indicateur. Si je regarde uniquement le mois de janvier, je vois 82, 61, 74. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien que le mois précédent? Est-ce que je suis en évolution ou en régression? Donc là, c'est ce qu'on nous permet de faire avec ça. Ici, j'ai mis un petit encart avec quelques notions méthodologiques. Voilà, le taux d'activité ressources, le TAR, ça me dit si mon dimensionnement est bon. Est-ce que j'ai assez ou trop peu de RH pour faire mon activité? Le taux d'occupation des vacations dit si j'utilise l'offre entre 8h et 18h, par exemple. Le taux d'activité en vacation, ça me dit si je reste dans mon offre. Et donc derrière, j'ai rappelé les cibles. Et encore une fois, ces cibles, il y a les cibles qui sont proposées par la NAP. Moi, je vous invite particulièrement en fait, à avoir vos propres cibles. En fait, si vous êtes dans un établissement qui a uniquement 65% d'occupation de vacation, par exemple, mettez pas comme cible directement 85. Allez-y étape par étape sur des périodes de un mois ou un trimestre, par exemple. Et l'idée étant de mesurer l'évolution par la suite et d'atteindre son objectif à terme. Donc, je distinguais ça par jour de la semaine, etc., etc., etc. Là, on peut prendre un cas pratique où finalement, hop, on va vouloir regarder quoi? Je ne sais pas ce que je peux prendre. Non, ça ne sera pas du tout. On regarde les temps productifs de manière macro. Donc là, c'est intéressant. Les temps productifs, on peut se mettre dans le cas de figure d'un cadre ou d'un directeur référent du bloc opératoire qui aurait regardé finalement sa boussole. Et sa boussole lui indique qu'il a un taux d'occupation des vacations qui n'est pas bon. Et encore une fois, le taux d'occupation des vacations, il va sous-entendre, il va indiquer qu'on a un problème sur la gestion des temps productifs. Si j'ai 50% d'occupation de mes vacations, ça veut dire que j'ai 50% de démarrage tardif, de temps interpatient et de fin précoce. La NAP, alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais la NAP nous invite à nous rapprocher de 5%, 5% de démarrage tardif, 5% de temps interpatient et 5% de fin précoce. 5% de temps interpatient, je trouve ça un peu beaucoup, on peut chercher à avoir une cible un peu plus basse. 5% de fin précoce, c'est quelque chose qui est relativement honnête, parce que c'est assez difficile de pouvoir au cordeau d'être en fait, si ma vacation finit à 16h, de finir en fait à 16h pétante. Donc on peut s'accorder une petite marge de 5 minutes, admettons. 5% de démarrage tardif, je ne suis absolument pas d'accord. Pour moi, c'est important d'être tout bêtement à l'heure. Si on a un problème de synchronisation entre deux salles, parce qu'on a un seul anesthésiste, on peut comprendre que ça soit compliqué. Hein, on n'a pas un don d'ubiquité. Donc, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décale? Première à 8h, seconde à 8h15. Mais ça veut dire que dans le cadre de la régulation, on doit déjà avoir anticipé ça pour faire en sorte que la deuxième intervention de chacune de ces vacations ne tombe pas non plus au bon moment. Donc, très important d'avoir des durées moyennes de la première intervention, par exemple. Là, quand je regarde, en fait, donc mon taux d'occupation des vacations n'était pas bon. Donc, je vais faire un focus sur les temps productifs, tout d'abord de manière macro. Et donc là, démarrage tardif, c'est en vert, temps interpatient, c'est en rouge, et fin précoce, c'est en orange. Donc, je regarde en pourcentage sur la gauche et en valeur sur la droite. J'ai, en fait, de manière macro, tout mon bloc opératoire. Donc, je vois que depuis longtemps, donc c'est une tendance, ce n'est pas un événement ponctuel, depuis longtemps, j'ai un gros problème de fin précoce, en pourcentage comme en fait en volume d'heures. Et puis, si je rentre dans le détail par spécialité, et en fait là, j'ai classifié mes spécialités par
ordre de consommation de TVO. Les plus gros consommateurs de TVO sont sur la gauche, les plus faibles sont sur la droite. Donc, ortho, viscéral sont les plus gros consommateurs, gastro sont les plus faibles consommateurs. Encore une fois, je regarde en pourcentage sur la gauche et en heure sur la droite. Et donc, je vais chercher à gratter où ça chiffonne. Pour commencer, donc, ortho et viscéral, en pourcentage, on est très au-dessus du seuil des 5%, 14,4 et 20,4%. Et en volume, ça représente 43 heures et 55 heures. Si je prends uniquement, par exemple, la gynéco, je vois ici que je suis à 29,4%, ce qui est énorme en termes de pourcentage. Mais finalement, si je cherche, hop, gynéco qui est où? Il est là. Si je cherche en fait en valeur, ça représente uniquement 8 heures. Donc, chercher à prendre des décisions rapidement, en fait, on ne va pas mettre une énergie de dingue pour récupérer en fait 8 heures. Donc là, pour le coup, c'est une décision qui pourrait être déléguée au chef de service gynéco. Donc moi, je vais m'occuper uniquement d'aller taper où ça me coûte cher. Donc là, pour le coup, je peux faire un focus sur viscéral, en fait 55 heures de TVO vide. Et donc là, c'était un focus sur, de fin précoce. Là, c'était un focus sur les TVO vides. Je vais pas regarder en fait aujourd'hui. Donc, viscéral, ça me pose un souci. Donc derrière, on a deux façons de faire. Soit on va aller dans le cube décisionnel, donc avec tous les indicateurs. Et donc, un indicateur, ça marche comment sur Performance Block? Je vous montre juste le principe. C'est bête comme chou. Hop, tac. Là, je regardais par exemple le nombre d'interventions. Voilà. Nombre d'interventions par spécialité, puis par opérateur, et sur notion de mois, par exemple. J'ai juste à faire un glisser-déposer. Je vais choisir des axes et des séries pour comparer mes indicateurs. Donc, les axes, ça va être spécialité et opérateur. Donc, ça va me proposer des lignes et les mois. Donc, les séries, ça va être des colonnes supplémentaires. Donc là, en fait, j'ai fait, donc c'est le principe du tableau croisé dynamique. Voilà, je vais pouvoir ouvrir ou fermer. Donc là, je vois que mes 16 interventions, elles sont séquencées par Escande, Noël, Fourreau et Bail, par exemple. Donc on fonctionne uniquement sur un glisser-déposer. On a une notion de filtre. Je vais regarder les 3 mois qui m'intéressaient, uniquement le mois de mars. Voilà. Juste pour vous montrer le principe. Donc, je peux aller dans le cube décisionnel pour aller chercher à comprendre les problèmes de fin précoce. Ou alors, vous êtes comme moi, feignant, mais un peu malin, et vous avez déjà pré-packagé des rapports. Et donc là, pour le coup, c'est ce que j'ai fait moi. Donc là, là, que l'exemple de démo, que quelques rapports directement préenregistrés. Et là, j'en ai un qui s'appelle fin précoce. Et pour le coup, ce rapport de fin précoce, c'est une trame que j'ai faite assez macro pour analyser toutes les fins précoces de mon établissement. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est de regarder uniquement ce qui se passe en viscéral. Donc, pareil, il y a quelques habitudes, bonnes pratiques à avoir. Sur la première page, on met un titre parce que ce rapport peut être utilisé pour une multitude de personnes. Donc, moi, j'explique que ce rapport, il va être nécessaire pour regarder les fins précoces, mais qu'il faut d'abord le filtrer par spécialité pour chercher à analyser. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je vais aller dans périmètre. Ici, je peux choisir une période d'analyse. Je peux filtrer sur une salle, un bloc, un établissement, ou filtrer sur des spécialités. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Je vais regarder uniquement finalement par spécialité. Et moi, ce qui m'intéresse en spécialité, on a vu, c'était viscéral. Et donc là, tout mon rapport se met à jour. Et donc, on déroule la plotte pour accoucher d'une décision. On regarde d'abord de manière macro. Et c'est ce que j'évoque ici. Est-ce que c'est une tendance? Donc là, je regarde les fins précoces sur les 3 derniers mois. Sur les 3 derniers mois, je suis à 16,7% de fins précoces. Donc, on n'est pas sur un événement ponctuel. Et donc là, on peut le voir mois après mois. Comment est-ce que ça s'est en fait cascadé? En octobre, j'avais 43 heures. En novembre, 45 heures. Et en décembre, 64 heures. J'ai cette notion de volume. Donc, je vois en fait à quel point ça a augmenté. Et aussi cette notion de pourcentage. Donc, je suis passé de 16,5 à 19,1%. Donc là, on est sur, voilà, on sait qu'on a véritablement un problème qui est ancré, qui est marqué en viscéral depuis longtemps. On va rentrer dans le détail pour voir les opérateurs de la spécialité. Est-ce que tout le monde est concerné par ces problèmes de fin précoce? Et donc là, j'ai Duval, j'ai la spécialité, j'ai Frou et j'ai ça en tout. Donc on est à 18, 9, 30%. On voit qu'on est largement au-dessus des standards pour tout le monde, mais celui qui va me poser problème essentiellement, c'est le docteur Duval avec 30%, 31% de fin précoce et 80 heures en cumulé.
on continue à rentrer dans le détail du dysfonctionnement. Et donc là, bah, j'ai choisi, encore une fois, c'est une maquette standard. Donc en fait, c'est pas toujours intéressant de voir ça, mais on se pose la question, par jour de la semaine, est-ce qu'en fait, il y a des jours plus critiques que d'autres? Donc c'est ce que j'ai nommé ici. Donc des jours plus critiques sur les 3 derniers mois. Bah, OK, encore une fois, je suis bon nulle part, mais c'est une catastrophe le lundi. Donc Duval ne travaille pas bien, Duval est une catastrophe. Et puis, bah, en fait, on va continuer, hop, à dérouler la plotte. Et donc là, cette fois-ci, on va faire le mix jour de la semaine et opérateur. Et donc là, bah, j'ai plusieurs jours qui m'alertent. Le mardi avec Sarantou, le vendredi avec Frou. Mais en fait, ce qui m'alerte surtout, c'est 49,3% de fin précoce avec Duval. Donc ça veut dire que là, encore une fois, c'est macro. Ça veut dire que j'ai du mal à interpréter directement ce 49,3%. Ça peut vouloir dire plusieurs choses, parce que là, c'est 49,3% sur les 3 derniers mois. Donc ça peut se dire que certains jours, il blinde, alors que d'autres jours, il a juste un quart d'heure d'intervention pour une vacation de 8 heures, par exemple. Ou ça veut dire qu'il travaille peut-être qu'une semaine sur deux. Ou ça veut dire que il a systématiquement, il finit à midi ou 13 heures. Donc là, on n'a pas encore la totale réponse. Et c'est pour ça qu'on va finir avec l'indicateur chouchou de mes clients, qui est le prévu versus réalisé. Et en fait, on va aller voir ce qui se passe concrètement. Hop, on va rester sur la notion de spécialité viscérale. Et donc, on va aller voir. Donc là, pour l'exemple, il faut que j'aille sur 2015. Hop, excusez-moi. Hop, et on va regarder les 3 derniers mois de 2015. Donc, on savait que lundi posait souci. Donc là, ben, on remonte la plotte. Et donc là, on est sur un indicateur graphique. Donc là, il y a bien toutes les spécialités qui apparaissent, mais qui sont ombrées. Nous, on fait un focus uniquement sur viscéral. En viscéral, le 28 décembre, Duval, il commence à l'heure, il enchaîne de manière correcte et il finit à 14h44. Le 21, il fait quoi? OK, il commence encore une fois à l'heure, enchaînement correct, mais il finit à 12h46. Le 7, il fait quoi? Bah là, il a une seule intervention. OK. Et puis, en fait, on peut faire pareil avec le mois de novembre, par exemple. Voilà. Hop. Donc on voit qu'on est sur une tendance et là de regarder jour après jour sur cet indicateur vue graphique, ça me permet d'avoir une interprétation en fait tout à fait lisible et compréhensible en un coup d'œil. Donc derrière ça, on va pouvoir prendre une décision. Et donc il y a plusieurs décisions qui vont être à prendre. Est-ce que je laisse un peu de temps à Duval pour faire plus de programmation? Est-ce que finalement je transforme cette vacation nominatif d'opérateur en une vacation de spécialité, auquel cas je pourrais associer d'autres viscéraux sur cette vacation-là. Est-ce que je transforme ça en vacation d'équipe pour donner du temps opératoire à une autre spécialité qui aurait besoin de temps? Ou est-ce que je crée deux demi-vacations, je ferme à midi et j'offre l'après-midi à quelqu'un d'autre? Ou il y a encore même la possibilité de se dire, mais il y a peut-être des jours où finalement, vu qu'il fait 3 malheureuses interventions, est-ce que ces 3 malheureuses interventions, je ne peux pas les dispatcher sur l'ensemble de la semaine pour libérer le temps total 8h, 18h à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est là où, alors, je vais juste vous montrer la fin du document, mais vous faites du data storytelling. Vous allez produire un document qui, si possible, soit le plus édifiant et le plus lisible possible. Pas forcément joli, mais en tout cas, qui puisse parler. Là, voilà, je suis le chef de pôle et je vais prendre une décision sur Duval. Donc, je mets déjà un titre qui est très parlant. Le lundi, le docteur Duval libère sa salle à 13h. On doit finir à 18h. Je ne suis pas dans l'exactitude, ce n'est pas à 13h, ce n'est pas à chaque fois, mais en fait, je veux faire comprendre l'idée. Et donc là, j'ai mis un graphique qui, donc, c'est ce qu'on appelle un attribut préattentif qui parle beaucoup. L'idée, c'est qu'en un seul regard, je puisse me situer. J'ai une jauge, je vois que voilà, le vert, le orange, c'est là, et lui, il est en rouge, il est en plein milieu du rouge. Donc, c'est pas genre, il est à fleur d'être bon. Non, non, il est mauvais et complètement mauvais sur l'organisation. Il n'est pas du tout dans les clous. Donc là, j'interprète, taux de fin précoce Duval les lundis, je précise, c'est 49,3%. J'annonce que ce n'est pas un aléa ponctuel, c'est une habitude. On l'a vu en remontant la plotte de chacun des jours, de chacun des lundis travaillés sur décembre, novembre et octobre le cas échéant. Donc je précise où j'ai vu ça. Je parle de l'impact. Alors c'est peut-être un peu petit pour vous. Est-ce que je peux agrandir? Ouais, c'est d'agrandir ici. Donc, ah bah mince, ça va tout rogner. Bon.
C'est pas une bonne idée. Tac. Allez, on va voir ici en entier. Donc l'impact, ben, c'est 5 heures qui sont perdues chaque lundi. 5 heures, c'est à peu près pour cette spécialité, parce que j'ai regardé avec les durées moyennes, 4 patients par semaine. 4 patients par semaine, c'est 150 patients par an. Tout à l'heure, je vous racontais que sur un bloc de 8000 interventions, on peut récupérer 1500 patients. Ouais, vous voyez que là, avec un opérateur, on récupère 150 patients. Et donc finalement, bah voilà, il faudrait juste, si on peut dire juste, optimiser le créneau 13h, 18h. Et en fait, c'est extrêmement simple de l'optimiser parce qu'on a déjà les équipes paramédicales qui existent. OK, aujourd'hui, elles sont postées et affectées pour Duval, mais elles existent et je peux les poster et les affecter sur une autre spécialité ou un autre opérateur. Je n'ai pas besoin de recruter plus de personnes, je n'ai pas besoin de changer les horaires de travail de qui que ce soit. J'ai juste besoin de mettre de l'activité en face de ces personnes, de ces équipes paramédicales. C'est pour ça que l'appairage est important. On veut utiliser au cordeau. On veut maximiser l'usage des équipes paramédicales. C'est ce qui va être clairement déterminant pour améliorer la santé financière, la santé RH et la santé qualité de vie du travail de son bloc opératoire. La cause racine, il peut y en avoir plusieurs. Donc là, j'ai mis en fait une cause qui serait une mauvaise communication concernant la programmation et le secrétariat viscéral, parce qu'en fait, lui, il fait ses consultes le vendredi et il ne boucle pas en fait suffisamment tôt le lundi. Ça peut être d'autres causes racines. Il y a des méthodes pour remonter en fait, à la cause racine. Et derrière, je propose une, deux, trois solutions. Je pourrais en proposer une seule, enfin peu importe. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir en fait trancher. Donc, soit il a un mois pour dresser la barre, soit je réattribue partiellement sa vacation, soit je réattribue totalement sa vacation. Voilà. C'est. Hop, je vais arrêter le partage. C'est théoriquement aussi simple que ça. Et quand je dis que c'est aussi simple que ça, c'est le bloc opératoire. Moi, je ne suis pas né dedans. Je suis arrivé par hasard dedans. Et finalement, c'est beaucoup de bon sens et beaucoup d'envie. Mais si vous n'avez pas les données à l'origine qui vont être fiables, ça va être impossible de pouvoir prendre une décision. Je vous disais, ça fait 20 ans que le bloc opératoire se casse la figure parce qu'on a voulu instaurer ce qui était une bonne idée à la base, des indicateurs de bloc. Sauf qu'il n'y a personne qui produit des indicateurs qui sont justes. Aujourd'hui, il y a des entreprises, des éditeurs de logiciels de bloc qui répondent à un cahier des charges, qui disent à votre DSI, oui, on sait faire des indicateurs, et qui proposent des chiffres. Sauf que ces chiffres, en fait, sont faux. Et derrière, vous ne pouvez rien faire. On a de nouveaux acteurs qui sont arrivés, et je crois savoir que quelqu'un, en fait, travaille avec eux désormais. Voilà, donc qui annonce pouvoir être un soutien RH et produire des indicateurs. On sait désormais qu'ils ne savent pas faire des indicateurs. Mais en fait, pourtant, ils l'ont promis. Ils ont dit qu'ils savaient faire des indicateurs. Oui, ils savent produire des chiffres, des indicateurs qui sont justes. Il y a tout le monde, en fait, qui se prend les pieds dans le tapis. Donc, si vous voulez vraiment pouvoir améliorer la performance de votre bloc opératoire, faites en sorte d'avoir des indicateurs qui sont justes. Et pour y arriver, il faut faire cet appairage. Alors, si vous voulez faire sans moi, faites-le. Mais vous voyez le temps qu'il faut y consacrer, la logique qu'il faut avoir. Nous, on a un système expert, on a un système automatique qui va permettre de faire 80% du boulot. Il restera en fait encore un petit boulot marginal à faire à la main derrière. Mais voilà, nous, ça va être automatisé en partie et de plus en plus en fait maintenant avec de l'IA, avec différentes choses de ce type-là. Mais voilà, si vous n'avez pas des données justes, cherchez même pas à mettre en place une gouvernance parce qu'en fait, les quelques-uns qui vont choisir d'être président de CME, chef de pôle, chef de bloc, de machin, ils vont se prendre en fait des tartes tous les jours parce qu'ils vont proposer en fait des chiffres qui vont être faux et en fait, ils vont être rincés de se retrouver face à des personnes qui vont contester leurs chiffres et contester leurs décisions. Donc, si vous voulez avoir une gouvernance qui soit solide, qui soit installée, qui soit stable, il va falloir avoir des chiffres qui sont justes. Et après, tout le reste, pas besoin d'inventer grand-chose, hein. Vous savez en fait comment faire pour engager tout le monde. Mais voilà, si vous n'avez pas les données justes, vous n'arriverez pas à grand-chose. Moi, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais montrer. Je vous laisse la place pour. Donc, il y a un onglet conversation et questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à nous dire ou à me dire en fait ce que vous avez compris ou pas compris. Je peux vous montrer d'autres choses, hein. Je peux vous montrer, on peut prendre le temps, quelques indicateurs types, reprendre les méthodologies. Mais là, c'était plutôt pour situer le frein aujourd'hui, donc des indicateurs qui sont faux, et après, en fait, montrer un petit peu le principe de méthode. La méthode derrière, c'est assez simple. Il faut avoir un outil qui sache forer, qui sache rentrer en fait dans le détail, qui sache filtrer. Et derrière, bah, vous mettez vous, et vous serez meilleur que moi pour le faire, vos cibles et vos objectifs. Voilà, je vous laisse la parole éventuellement si vous avez des questions à me poser. Si vous souhaitez, donc en fait, je vais leur partager mon fichier.
Tac, 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 tac. On fait des preuves de concept. Donc, on récupère vos données depuis n'importe quel logiciel de bloc. On va récupérer vos données, on va les corriger avec vous. On va donc faire l'association des interventions. On va mettre en forme des tableaux de bord représentatifs et puis on va faire une restitution de vos chiffres, ce qui vous permettra en fait de voir que vos équipes sont engagées sur ce sujet-là, de voir que vos données sont exploitables, que nous, on sait faire des choses, en fait, on s'engage à faire des choses justes et parfaites, mais encore faut-il le faire derrière, donc vous pouvez le vérifier. Et ça vous permettra de vous projeter une collaboration en routine pour justement améliorer votre organisation. Donc, si vous êtes intéressé pour faire cette action-là, n'hésitez pas à me le dire. C'est quelque chose qu'on facture, mais je vous expliquerai en fait en quoi c'est abordable et comment en fait l'opération est totalement indolore en fait si on travaille en routine à terme. Et donc, voilà, je réponds à vos questions si besoin. Et si vous voulez prendre contact avec moi, c'est ici. Et puis, je peux aussi vous donner accès à mon agenda. Hop, je vais mettre mon agenda dans conversation si vous le souhaitez. Voilà, en ce qui me concerne, moi j'ai fait le tour. Je suis content de vous voir ici, même Guichard. Vous allez bien? Donc, il y a d'autres personnes que je ne connais pas encore. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire d'où vous venez, quels sont vos problèmes sur le bloc opératoire, que je puisse vous donner un éventuel avis si vous le souhaitez. Et si vous avez des questions par rapport à vos logiciels existants, savoir ce qui est faisable ou pas, et savoir encore une fois quel avis je peux avoir concernant la fiabilité de ces données et ce que vous pouvez espérer en travaillant selon nos méthodes ou avec nous, avec plaisir. On n'a pas des grands bavards aujourd'hui. Ok. Mais écoutez, s'il n'y a pas de questions, de toute façon, vous avez mes coordonnées sous vos yeux. N'hésitez pas en fait à m'écrire sur charlet.chauvin@datamento.com. Vous pouvez m'écrire, m'envoyer un texto sur le 06 84 09 17 70. Et donc, vous avez le lien en conversation pour prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Je reste en ligne encore une petite minute si jamais il y a des retardataires qui souhaiteraient poser des questions. Et puis sinon, bah, on raccrochera. Voilà, donc si vous avez besoin aussi des documents qui était donc le guide opérationnel d'action et puis la matrice pour le tableau de bord, n'hésitez pas à me dire. J'ai aussi produit un livre blanc concernant donc la production des tableaux de bord. Si vous souhaitez que je vous l'envoie, vous pouvez me le demander par message. Voilà, merci beaucoup. Je reste encore en ligne quelques secondes.